Lecture du testament de mon père, je lègue tout à mon fils. Ma fille m'a abandonné. J'étais dévasté où je lui rendais visite chaque jour. Mon frère a souri. Puis mon fils de 9 ans s'est levé. Grand-père m'a dit quelque chose avant de mourir. Dois-je dire à tout le monde ce que mon oncle a fait au vrai testament? Mon frère est devenu pâle. L'avocat s'est penché en avant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Mon frère Derek se tenait là, avec ce sourire suffisant, brandissant le testament de papa comme un trophée. La table de conférence en acajou nous séparait, mais cela aurait tout aussi bien pu être un océan. Ses doigts manucurés agrippaient le document tandis que le bureau de M. Fitzgerald tombait dans un silence complet. Je lègue tout à mon fils Derek. Ma fille Rachel m'a abandonné. Ces mots ont été comme des poignards me transperçant le cœur. J'avais rendu visite à papa chaque jour pendant 3 ans alors qu'il luttait contre le cancer. Chaque jour, pendant la chimiothérapie, la radiothérapie, et ces longues nuits où la douleur l'empêchait de dormir. Derek n'avait pas montré le bout de son nez en 5 ans. Pas une seule fois, pas même pour le 70e anniversaire de papa, lorsque toute la famille s'était réunie. La pièce tournoyait autour de moi alors que le sourire de Derek s'élargissait. Mes mains tremblaient en m'agrippant au bord de la table, essayant d'assimiler ce que je venais d'entendre. 3 années de sacrifice, 3 années d'amour, réduites à néant en une seule phrase. C'est alors que mon fils de 9 ans, Tyler, s'est soudainement levé de sa chaise, sa petite silhouette atteignant à peine la hauteur de la table. Sa voix a tranché la tension suffocante comme une lame. « Maman, papy m'a dit quelque chose avant de mourir. Est-ce que je devrais dire à tout le monde ce que tonton Derek a fait au vrai testament ?» La température de la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Le visage de Derek s'est transformé en un instant, sa suffisance s'écoulant comme l'eau d'un barrage brisé. Sa peau est devenue blanche comme du papier, puis grise, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans émettre un son. Monsieur Fitzgerald s'est penché en avant si brusquement que ses lunettes ont failli tomber de son nez. « Jeune homme, que voulez-vous dire par le vrai testament ?» Tyler se tenait là, imperturbable, ses petites mains immobiles le long de son corps. À cet instant, mon fils de 9 ans ressemblait trait pour trait à son grand-père, déterminé, sans peur, et détenteur de secrets qui pourraient tout changer. 3 jours avant la lecture du testament, j'organisais les fleurs pour l'enterrement de papa, m'assurant que ses roses blanches préférées soient parfaites. Chaque pétale devait être immaculé, car Harold Covington ne méritait rien de moins. Le directeur des pompes funèbres n'arrêtait pas de suggérer des roses rouges ou des arrangements mixtes, mais j'ai tenu bon. Papa avait planté des rosiers blancs pour maman dans leur jardin il y a 30 ans. Et à chaque anniversaire, à chaque occasion spéciale, il en coupait des fraîches pour elle. Maintenant, elles allaient recouvrir son cercueil, un dernier lien entre eux. Harold Covington n'était pas seulement mon père. Il était mon ancre dans toutes les tempêtes que la vie m'envoyait. Quand mon mari est parti il y a 6 ans, me laissant avec un enfant de 3 ans et une hypothèque que je ne pouvais pas payer, papa n'a pas hésité. Il s'est présenté à ma porte avec sa boîte à outils et un plan. « Rachel, ma chérie, tu réemménages à la maison jusqu'à ce que tu te remettes sur pied, » avait-il dit, chargeant déjà des cartons dans son camion. Pas de jugement, pas de leçon sur le choix du mauvais homme, juste un amour et un soutien inconditionnel. Après le décès de maman d'une crise cardiaque soudaine il y a 8 ans, je suis devenu sa compagne dans le deuil. Chaque matin à cette heure précise, je lui apportais un café frais et des muffins aux myrtilles de la boulangerie Mabel, au bout de la rue. Le café devait être un café noir avec juste un nuage de crème. La façon dont il le buvait depuis 50 ans. Nous nous asseyions sur sa terrasse couverte, celle qu'il avait construite de ses propres mains, à regarder les cardinaux à sa mangeoire pendant que Tyler jouait avec ses camions dans le jardin. « Rachel, tu es la meilleure fille qu'un homme puisse espérer », disait papa en me tapotant la main de ses doigts burinés. Ses mains racontaient l'histoire de sa vie. Marquée par des décennies de travail du bois, fort pour avoir construit des meubles qui survivraient à des générations, d'où en apprenant à Tyler comment poncer dans le sens du grain, et non contre. Son magasin de meubles, Covington Craftsman, avait été la fierté de Millbrook pendant 40 ans. Les gens venaient de 3 États différents pour acheter ses salles à manger et ses chambres à coucher faites à la main. Derek était d'une toute autre trempe. Mon frère aîné avait hérité des traits fins de maman, mais rien de son grand cœur. Pendant que je passais mes week-ends à aider papa à l'atelier, Derek les passait à calculer la valeur de chaque chose. Il se promenait dans la maison comme un expert, cataloguant mentalement les valeurs. Cette horloge de grand-père vaut au moins 5 000 $, marmonnait-il. Ou, on pourrait avoir 30 000 $ pour la collection de bijoux de maman.
Quand papa est tombé malade il y a 3 ans, le diagnostic a été un coup de massue. Cancer du pancréas, stade 3. Le médecin lui a donné 6 mois, peut-être 1 an avec le traitement. Papa a déjoué les pronostics de 2 années complètes, par pure obstination et par désir de voir Tyler grandir encore un peu. Derek est venu une seule fois, durant cette première semaine terrible. Je l'ai trouvé dans le bureau de papa, en train de fouiller dans les documents financiers pendant que notre père était alité, affaibli par sa première séance de chimiothérapie. « Je veux juste savoir ce qu'il en est, papa », avait dit Derek quand notre père lui avait demandé d'une voix faible ce qu'il faisait. « Quelqu'un doit mettre de l'ordre dans tes affaires. »« Mes affaires sont mes affaires », avait répondu papa avec toute la force qu'il pouvait rassembler. « Quand je serai prêt, je m'en occuperai. » Ce fut la dernière fois que Derek mit les pieds dans la maison. Il prétendait être trop occupé avec son agence immobilière à Chicago pour faire les 4 heures de route, mais il avait le temps d'appeler l'avocat de papa pour essayer d'obtenir des informations sur la succession. Monsieur Fitzgerald m'a dit plus tard que Derek avait appelé 6 fois en un mois, insistant pour avoir des détails sur les actifs de papa. Pendant ce temps, Tyler et moi avons emménagé chez papa pour prendre soin de lui. Tyler adorait son grand-père avec l'amour pur que seul un enfant peut donner. Ils avaient ce lien magique qui transcendait l'âge et la maladie. Même quand papa était trop faible pour se tenir debout, il s'asseyait dans son fauteuil roulant dans le garage, dirigeant Tyler dans de simples projets de menuiserie. « Mesure 2 fois, coupe 1 fois », disait-il à Tyler, les mêmes mots que son propre père lui avait enseignés. Un véritable artisan respecte le bois, comprend son grain, travaille avec lui, pas contre lui. Leur tablier en toile assorti était accroché à des crochets près de la porte de l'atelier. Un XXL usé et taché par des décennies d'utilisation. Un petit pour enfants, encore immaculé, mais commençant à montrer des marques de vrai travail. « Un jour, mon petit bonhomme, tu construiras quelque chose de beau avec ses mains », disait papa à Tyler, guidant ses petits doigts le long du grain lisse du chêne. Quelque chose qui durera longtemps après notre départ. C'est ça, le véritable héritage, Tyler. Créer une beauté qui perdure. Le cancer a emporté papa un mardi matin d'octobre. Les feuilles à l'extérieur de sa fenêtre étaient devenues dorées. Sa saison préférée arrivant juste à temps pour lui dire au revoir. Tyler et moi étions là, lui tenant les mains alors que sa respiration devenait plus faible. Ses dernières paroles pour moi furent claires malgré sa faiblesse. « Prends soin de mon atelier, Rachel. Tu sais quoi faire. Tout ce que j'ai construit, c'était pour toi et Tyler. » À Tyler, il a murmuré quelque chose que je n'ai pas tout à fait entendu, leurs têtes proches l'une de l'autre dans une dernière conspiration d'amour. Tyler a hoché la tête solennellement, a embrassé la joue de son grand-père, puis papa a souri une dernière fois avant de fermer les yeux pour toujours. Le cabinet d'avocats de Fitzgerald & Associates sentait le vieux cuir et la déception. Le bâtiment lui-même était une maison victorienne convertie sur Main Street. Ses murs étaient tapissés de livres de droit qui n'avaient probablement pas été ouverts depuis des décennies. Derek est arrivé avec 15 minutes de retard, vêtu d'un costume cher que je n'avais jamais vu auparavant. Ses chaussures en cuir italien claquaient contre le parquet. Il ne nous a même pas adressé un regard, à Tyler et moi. Il a juste fait un signe de tête à Monsieur Fitzgerald comme s'ils étaient de vieux amis partageant un secret. « Finissons-en », a dit Derek, consultant sa Rolex. La même montre que papa lui avait offerte pour sa remise de diplôme universitaire il y a 20 ans. « J'ai un avion à prendre. Grosse affaire immobilière à Miami. » Monsieur Fitzgerald s'est éclairci la gorge et a ajusté ses lunettes à monture métallique. Il était l'avocat de papa depuis 30 ans, s'était occupé de la succession de maman, avait rédigé les papiers quand papa avait acheté le magasin de meubles. Ses mains tremblaient légèrement en ouvrant le dossier manille. Les dernières volontés et le testament de Harold James Covington, daté d'il y a 6 mois. Il a fait une pause, visiblement mal à l'aise. Ce document annule et remplace tous les testaments et codicilles antérieurs. Les mots qui suivirent firent voler mon monde en éclats. À mon fils, Derek Covington, je lègue l'intégralité de ma succession, y compris la maison au 412 Maple Street, tous les comptes bancaires totalisant environ 400 000 $, et mon atelier de menuiserie, Covington Craftsman, y compris tous les outils, l'inventaire et les actifs commerciaux. Ma fille Rachel m'a abandonné dans mon heure de besoin. Elle ne recevra rien. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing, me coupant le souffle. C'est impossible. Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé le sol, mes mains tremblantes. Je me suis agrippé au bord de la table. Monsieur Fitzgerald, j'étais là tous les jours. J'ai les dossiers de l'hospice.
Les infirmières me connaissent par mon nom. Les voisins me voyaient là chaque matin. Désolé, Rachel, a interrompu Derek, ce sourire cruel s'étalant sur son visage comme une tache d'huile. Papa a vu clair dans ton jeu. Il en a probablement eu marre de te voir rôder, de ton besoin constant d'attention. Tu as toujours été si dépendante, même enfant. Tu ne lui as pas rendu visite depuis 5 ans, ai-je crié, les larmes coulant sur mon visage malgré mes efforts pour rester calme. Tu n'es même pas venu à ses anniversaires. Tyler et moi, nous avons célébré chacun d'eux. Nous étions là pour chaque rendez-vous de chimiothérapie, chaque nuit blanche. Monsieur Fitzgerald semblait profondément mal à l'aise, remuant nerveusement des papiers. Je suis désolé, mademoiselle Covington. Le testament semble être juridiquement valable. Il a été dûment attesté et notarié. 2 témoins l'ont signé. Tous 2 employés de la banque où votre père faisait affaire. Derek s'est adossé à sa chaise, entrelaçant ses doigts derrière sa tête. Papa savait qu'il se souciait vraiment de lui, pas quelqu'un qui jouait juste à l'infirmière pour un héritage. Je lui ai beaucoup parlé au téléphone. Nous avions une connexion que tu ne comprendrais pas. Un lien père-fils qui va au-delà de la simple présence physique. Quels appels téléphoniques ? Ai-je demandé, ma voix se brisant. Papa pouvait à peine tenir un téléphone la dernière année. Son arthrite était si grave que je devais composer les numéros pour lui. Et tu n'as jamais appelé, pas une seule fois. J'étais là, Derek. Je l'aurais su. Détail, a dit Derek en agitant la main d'un air dédaigneux. Le testament dit ce qu'il dit. Papa a fait son choix. Peut-être que si tu n'avais pas été si contrôlante, le gardant dépendant de toi, les choses seraient différentes. Monsieur Fitzgerald a continué à lire d'une voix monotone. Les effets personnels, y compris tous les bijoux, photographies et souvenirs, sont également laissés à Derek Covington. Le contenu de l'atelier, y compris toutes les pièces faites à la main par Harold Covington et ses outils, collectés sur 40 ans, devient la propriété exclusive de Derek Covington. Même les bijoux de maman, ma voix n'était plus qu'un murmure. Son alliance, le médaillon avec la photo de bébé de Tyler que papa gardait à son chevet. Tout, a dit Derek sèchement. Papa voulait que ça reste au fils qui porte le nom de Covington. Le nom de ton gamin est Covington uniquement parce que tu n'as pas su garder un mari. La cruauté de cette déclaration a même fait tressaillir Monsieur Fitzgerald. J'ai senti la petite main de Tyler se glisser dans la mienne, serrant fort. Je lui avais dit d'être sage pendant cette réunion, que c'était une affaire d'adulte, mais je pouvais le sentir trembler à côté de moi. Il doit y avoir un testament antérieur, ai-je dit désespérément. Papa en avait fait un il y a 5 ans, après la mort de maman. Il m'en avait parlé, il avait dit que tout était divisé équitablement. Ce testament annule et remplace tous les autres, a répété Monsieur Fitzgerald, sans toutefois croiser mon regard. Il est daté d'il y a 6 mois, à une époque où votre père était encore juridiquement compétent. Les témoins de la banque ont confirmé qu'il était sain d'esprit lorsqu'il a signé. Derek s'est levé, lissant son costume. J'aurai besoin des clés de la maison, Rachel. Tu as 30 jours pour vider les lieux. Je suis généreux. Légalement, je pourrais exiger que tu partes immédiatement. C'est à ce moment-là que Tyler s'est levé sur sa chaise, sa petite silhouette tremblante, mais sa voix cristalline. Monsieur Fitzgerald, a dit Tyler, sa jeune voix tranchant la tension comme un couteau dans la soie. Mon grand-père m'a dit quelque chose d'important avant de mourir. Il a dit, tonton Derek a fait quelque chose de mal à son vrai testament. La pièce est devenue complètement silencieuse. Le sourire narquois de Derek a disparu instantanément, remplacé par quelque chose que je n'avais jamais vu sur le visage de mon frère auparavant. Une peur brute. Ses mains, qui tambourinaient nonchalamment sur la table, se sont figées en plein mouvement. La couleur a quitté son visage si rapidement que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Tyler, mon chéri, assieds-toi, ai-je dit doucement, mon cœur battant la chamade. Une partie de moi voulait le protéger de ce qui allait se passer, mais une autre partie a reconnu la détermination sur son jeune visage. Le même regard que papa avait quand il était sur le point de tenir tête. Non, maman. Papy a dit que je devais être courageux. Il a dit d'attendre que tout le monde soit réuni et de dire la vérité. Tyler s'est tourné vers Monsieur Fitzgerald, le menton haut. Papy a dit que tonton Derek est venu à la maison 2 semaines avant de mourir. C'était un mercredi. Quand l'infirmière Patricia est allée déjeuner à midi, comme elle le fait toujours. Papy était trop faible pour l'arrêter ou appeler à l'aide. Derek s'est levé brusquement, sa chaise tombant en arrière avec un fracas. C'est ridicule.
Vous allez écouter les fantasmes d'un enfant? Il a 9 ans. Les enfants inventent tout le temps des histoires. Mais Monsieur Fitzgerald a levé la main, son instinct professionnel clairement en éveil. Maintenant, jeune homme, qu'est-ce que votre grand-père vous a dit exactement? S'il vous plaît, soyez aussi précis que possible. Tyler a mis la main dans sa poche et en a sorti quelque chose qui a fait sursauter tout le monde. Une petite clé USB sur une chaîne, à peine plus grande que son pouce. Papy m'a donné ça la nuit avant de mourir. Il a dit qu'il y avait une vidéo dessus. Il l'a enregistrée sur sa tablette quand tonton Derek était dans son bureau. Papy a fait semblant de dormir, mais il a tout vu à travers le miroir de sa commode. La tablette était cachée sous sa couverture. C'est absurde. La voix de Derek s'est cassée, montant d'une octave. Le gamin invente tout. Vous ne pouvez pas admettre une clé USB au hasard comme preuve. Il y a plus, a continué Tyler, sa voix ferme malgré son âge. Papy a dit que tonton Derek a pris des papiers dans le coffre-fort. Le vrai testament. Celui que papy a fait avec vous, monsieur Fitzgerald, l'année dernière, quand il était encore assez fort pour conduire jusqu'ici. Tonton Derek en a mis un autre à la place. Papy l'a vu s'entraîner à imiter sa signature dans l'atelier du garage. J'ai vu les feuilles d'entraînement aussi. Elles sont cachées derrière les vieux pots de peinture sur la 3e étagère. Monsieur Fitzgerald s'est penché en avant, pressant. Tyler, votre grand-père vous a-t-il dit quelque chose à propos d'un autre testament? A-t-il dit s'il avait contacté quelqu'un à ce sujet? Tyler a hoché la tête solennellement. Il a dit, vous l'avez, monsieur Fitzgerald, dans vos emails. Il vous l'a envoyé il y a 3 mois depuis sa tablette, mais tonton Derek lui a dit qu'il vous avait appelé pour vous dire d'ignorer tous les emails de papy parce qu'il était confus à cause des médicaments. Papy a entendu tonton Derek passer cet appel depuis le couloir. Le visage de l'avocat est devenu pâle comme la mort. Il s'est immédiatement tourné vers son ordinateur, ses doigts tâtonnant sur le clavier. J'ai effectivement reçu un appel concernant le fait que monsieur Covington souffrait de démence. L'interlocuteur a dit qu'Harold d'envoyer des emails confus à tout le monde et que la famille s'en occupait. Ses doigts volaient sur le clavier avec une urgence croissante. Oh mon Dieu, le voici. Un email avec un testament en pièces jointes, daté d'il y a 3 mois. Je l'ai archivé sans l'ouvrir après cet appel téléphonique. N'ouvrez pas ça, a crié Derek en se dirigeant vers le bureau. Ce n'est pas légal. Vous ne pouvez pas simplement produire de nouvelles preuves sorties de nulle part. C'est un coup monté. Derek, je vous conseille vivement de vous asseoir et de garder le silence, a dit monsieur Fitzgerald, sa voix prenant un tranchant d'acier que je ne lui avais jamais entendu. Ce que Tyler décrit, si c'est vrai, constitue une fraude, un faux et usage de faux, et de la maltraitance sur personnes âgées. Ce sont des accusations criminelles graves. Tyler a poursuivi, sa petite voix remplissant la pièce. Papy ne pouvait pas beaucoup bouger, mais il pouvait toujours utiliser sa tablette avec un doigt. Il s'est entraîné pendant des semaines quand tonton Derek n'était pas là, apprenant à enregistrer une vidéo sans regarder l'écran. Il a dit, tonton Derek pensait qu'il était trop vieux et malade pour comprendre la technologie, mais papy a dit, même les mourants peuvent apprendre de nouveaux tours quand ils doivent protéger leur famille. Il m'a aussi dit exactement où trouver les signatures d'entraînement, a ajouté Tyler. Derrière les pots de peinture rouge, pas les bleus, 37 feuilles de papier où tonton Derek s'est entraîné à copier la signature de papy. Papy les a comptées depuis son lit. Il pouvait voir tonton Derek par la fenêtre les jeter. Mais tonton Derek ne savait pas que papy pouvait voir le garage depuis son lit s'il se redressait juste comme il faut. Le visage de Derek était passé du blanc au rouge, puis au violet. Même si tout ça est vrai, ce qui n'est pas le cas, cette vidéo ne sera pas recevable au tribunal. Ce sont des oui-dire. C'est une provocation. En fait, a dit monsieur Fitzgerald en sortant son téléphone, une preuve vidéo d'un crime en cours, combinée à des preuves matérielles et des communications documentées, serait très probablement recevable. Et si ces signatures d'entraînement existent là où Tyler dit qu'elles sont, avec cet email que je regarde en ce moment, nous avons une situation très sérieuse. Tout le monde, veuillez rester assis, a ordonné monsieur Fitzgerald. Son sang-froid professionnel revenant en force. Il a branché la clé USB de Tyler dans son ordinateur avec la précision minutieuse de quelqu'un qui manipule des preuves. Derek, je vous conseille vivement de rester. Partir maintenant ne fera qu'aggraver les choses pour vous. Derek se dirigeait déjà vers la porte, ses chaussures chères glissant sur le sol poli. C'est une machination. Cette vidéo n'est pas légale. J'appelle mon avocat tout de suite. Asseyez-vous, monsieur Covington. La voix de l'avocat est devenue d'acier.
Si vous quittez cette pièce avant que nous n'examinions cette preuve, je n'aurai d'autre choix que de contacter immédiatement la police et de signaler un risque de fuite. Derek s'est figé la main sur la poignée de la porte, puis s'est lentement retourné, son visage un masque de rage à peine contenu. Il s'est affalé sur sa chaise comme un ballon dégonflé. Monsieur Fitzgerald a tourné son écran d'ordinateur vers nous et a cliqué sur Lecture. La vidéo était tremblante, clairement enregistrée depuis le lit où reposait papa, la tablette cachée sous les couvertures. Mais l'image était assez nette dans le reflet du miroir de la commode, et l'audio était parfaitement clair. On y voyait Derek fouiller dans le bureau en acajou de papa, sortant des papiers du coffre-fort mural que papa avait installé il y a 20 ans. « Où est-il, le vieil homme » marmonnait la voix de Derek sur l'enregistrement. « Je sais que tu l'as changé après que j'ai demandé mon avance. Tu as toujours été trop tendre avec Rachel. » Le bruit de papier froissé a rempli la pièce. « Voilà, c'est ça. Rachel hérite de tout, la maison, l'atelier, les comptes. 400 000 $ et elle obtient 70%. Ça n'arrivera pas. Pas alors que c'est moi qui le mérite. » Nous avons regardé, horrifiés, Derek sortir différents papiers de sa mallette, les examinant attentivement sous la lampe de bureau de papa. La vidéo le montrait plaçant les nouveaux documents dans le coffre-fort, puis emmenant le testament original vers la petite corbeille à papier. Le craquement d'une allumette était audible, puis la lueur d'une flamme alors qu'il brûlait le vrai testament, s'assurant que chaque morceau soit réduit en cendres. Monsieur Fitzgerald, c'est Derek Covington. La voix enregistrée de Derek parlait clairement alors qu'il passait un appel téléphonique. Mon père a des épisodes de démence sévères ces derniers temps, il est très confus, il envoie des emails étranges à tout le monde. Si vous recevez des communications de sa part, veuillez ne pas en tenir compte. Je gère ses affaires maintenant car il n'est plus compétent. Oui, c'est très triste. Le cancer a affecté son esprit. La partie suivante de la vidéo m'a glacé le sang. Derek s'est approché du lit où papa était allongé, pensant qu'il dormait. Désolé, PA, mais j'ai assez attendu. 41 ans à être le fils responsable pendant que Rachel joue à la princesse. Il est temps que le nom de Covington signifie à nouveau quelque chose. Il a même tapoté la main de papa avant de partir. La vidéo a continué pendant encore 30 secondes, puis nous avons vu les yeux de papa s'ouvrir. Il avait été éveillé tout le temps, incapable de bouger ou de parler à cause de ses médicaments, mais pleinement conscient. Une seule larme a coulé sur sa joue alors qu'il bougeait lentement son seul doigt valide pour arrêter l'enregistrement. L'avocat a mis la vidéo en pause. C'est une preuve de fraude, de faux et de maltraitance sur personne âgée. Tyler, vous avez dit qu'il y a des signatures d'entraînement. Tyler a hoché la tête fermement. Derrière les pots de peinture rouge dans le garage, 3e étagère en partant du bas. Papy a regardé tonton Derek s'entraîner pendant 3 heures. Il a dit que tonton Derek est revenu 4 fois différentes pour s'entraîner encore. Monsieur Fitzgerald composait déjà un numéro sur son téléphone. Patricia, c'est Arthur Fitzgerald. Vous étiez l'infirmière de soins palliatifs de Harold Covington. Vous souvenez-vous d'un jour, environ 2 semaines avant son décès, où le fils de Monsieur Covington, Derek, est venu lui rendre visite pendant votre pause déjeuner? Oui, j'attends. Il a mis le téléphone sur haut-parleur. La voix de Patricia a rempli la pièce. Oui, je m'en souviens. Le 2 octobre. C'était inhabituel parce que Derek n'était pas venu une seule fois en 3 ans. J'ai mentionné à Harold en revenant que c'était bien que son fils soit enfin venu, mais Harold s'est agité. Il essayait de me dire quelque chose mais ne pouvait pas former les mots. J'ai pensé que c'était la morphine. Merci, Patricia. Seriez-vous prête à fournir une déclaration sous serment à ce sujet? Absolument. Harold était un homme bon. Si quelque chose de mal s'est produit, je veux aider à le réparer. Monsieur Fitzgerald a ensuite ouvert la pièce jointe de l'email datant de 3 mois. Voici le vrai testament, dûment attesté par Patricia Hanley et Dorothy Banks, toutes 2 infirmières diplômées. Il lègue la maison à Rachel, l'atelier à Tyler quand il aura 18 ans avec Rachel comme fiduciaire d'ici là, et divise les actifs monétaires. 70% à Rachel, 30% à Derek. Je me suis tourné vers Derek, incrédule. Papa t'a quand même laissé quelque chose. Même après tout ça, il t'a laissé 30%, plus de 100 000 $. Le visage de Derek était violet de rage et de peur. Cette vidéo ne tiendra pas devant un tribunal. Il vous faut plus que ça. En fait, a dit Monsieur Fitzgerald, rédigeant déjà un email, nous avons la preuve vidéo, les signatures que vous avez pratiquées,
le faux testament avec ce qui, j'en suis certain, se révélera être des signatures contrefaites, un témoignage, et le testament original envoyé avant que vous ne prétendiez qu'Harold était incompétent. Inspecteur Morrison, c'est Arthur Fitzgerald. J'ai besoin de vous à mon bureau immédiatement. Nous avons un cas de fraude au testament et de maltraitance sur personne âgée qui nécessite une attention immédiate. Derek a été arrêté cet après-midi-là dans le bureau de M. Fitzgerald. 2 policiers l'ont emmené, menotté, pendant qu'il criait qu'il allait appeler ses avocats et poursuivre tout le monde dans la pièce. Les signatures d'entraînement derrière les pots de peinture correspondaient exactement à ce qu'il avait soumis comme étant la vraie signature de papa. 37 feuilles de papier, exactement comme Tyler l'avait dit, chacune montrant la progression de Derek, d'une imitation maladroite à une contrefaçon presque parfaite. L'expert en documents que la police a fait venir a confirmé en moins d'1 heure que la signature sur le faux testament était frauduleuse. L'infirmière Patricia a fourni sa déclaration sous serment le même jour, ainsi que Dorothy Banks, qui se souvenait clairement de la signature du testament original. Harold était complètement lucide ce jour-là, a témoigné Dorothy. Il a même plaisanté sur le fait de s'assurer que Rachel reçoive le vaisselier de sa mère parce qu'elle était la seule à l'avoir jamais bien épousseté. Les employés de la banque qui étaient censés avoir été témoins du faux testament ont admis lors de leur interrogatoire qu'ils n'avaient jamais réellement vu Harold signer quoi que ce soit. Derek leur avait apporté le document déjà signé, prétendant que son père était trop malade pour se déplacer. L'expert comptable que M. Fitzgerald a fait intervenir a découvert quelque chose d'encore pire. Derek volait de l'argent sur les comptes de papa depuis 2 ans. De petites sommes, 500 ici, 1000 là. Toujours juste en dessous du seuil qui déclencherait les notifications bancaires. Au total, il avait volé 43 000 $ pendant que papa luttait contre le cancer. Il avait utilisé le chéquier de papa lors de cette unique visite, rédigeant des chèques à son nom et imitant la signature de papa, la même signature qu'il s'était entraîné à faire dans le garage. 3 semaines plus tard, Tyler et moi nous tenions dans l'atelier de papy. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres sur l'établi où 3 générations d'hommes Covington avaient créé de la beauté à partir de bois brut. L'odeur de sueur et d'huile de citron remplissait l'air, exactement comme lorsque papa était en vie. Tyler a passé sa petite main sur la surface lisse du banc, sentant les rainures et les marques de décennies de travail. « Maman, pourquoi papy m'a parlé de la vidéo à moi et pas à toi ?» Je me suis agenouillé à côté de lui, le serrant contre moi. Parce qu'il savait que tonton Derek s'attendrait à ce que je riposte. Il m'aurait surveillé, attendant que je bouge. Mais personne ne s'attend à ce qu'un enfant de 9 ans soit le héros. Papy disait toujours que tu remarquais des choses que les autres manquaient, que tu avais une vieille âme dans un jeune corps. Tyler a ramassé un des outils de sculpture de papy, un ciseau à manche en cerisier qui avait appartenu à son propre père. Il m'a appris qu'être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur. Ça signifie faire ce qui est juste même quand on a peur. J'avais vraiment peur dans cette pièce, maman. Je sais, mon chéri. Mais tu l'as fait quand même. C'est ça, le vrai courage. Papy a dit autre chose, maman. La nuit avant de mourir, les yeux de Tyler ont rencontré les miens. Sage au-delà de son âge. Il a dit que tonton Derek a toujours été jaloux parce que papy t'aimait plus. Pas parce que tu lui rendais visite ou que tu prenais soin de lui, mais parce que tu l'aimais en retour sans rien vouloir. Tonton Derek n'aimait que l'argent. Papy a dit que Derek était en colère depuis que vous étiez enfant, comptant toujours ce que les autres recevaient, jamais reconnaissant pour ce qu'il avait. J'ai serré Tyler contre moi, les larmes aux yeux. Ton grand-père était un homme intelligent, et il t'a élevé pour que tu sois comme lui. Maman, a demandé Tyler. On peut garder l'atelier exactement comme papy l'a laissé? Quand j'aurai 18 ans, je veux faire des meubles comme lui. Je veux continuer Covington Craftsman. Bien sûr, mon cœur. C'est ton héritage, ton legs. Derek a écopé de 7 ans de prison pour maltraitance sur personne âgée, fraude et faux et usage de faux. Le juge a qualifié l'affaire de l'un des cas les plus impitoyables de trahison familiale qu'il ait vu en 30 ans de carrière. Derek a perdu son héritage de 30% en raison de ses crimes, que le tribunal a attribué au fonds d'éducation de Tyler. Monsieur Fitzgerald m'a aidé à créer une fiducie qui paierait les études de Tyler et lui donnerait un capital de départ pour l'atelier à ses 18 ans. Mais la chose la plus précieuse que papa nous ait laissée ne se trouvait dans aucun testament. C'était la leçon que la vérité, peu importe la petitesse de son messager, trouvera toujours un moyen de faire surface. Parfois, il faut l'innocence d'un enfant pour révéler ce que les adultes essaient de cacher.
Parfois, la plus petite voix dans la pièce porte le message le plus puissant. Et parfois, la foi d'un grand-père en son petit-fils peut vaincre la cupidité des hommes. Tyler porte toujours cette clé USB en chaîne autour de son cou. Pas parce que nous avons encore besoin de la preuve, mais parce qu'elle lui rappelle le jour où la confiance de son grand-père en lui a tout changé. Le jour où un garçon de 9 ans a tenu tête à un tyran et a gagné. Armé de rien d'autre que la vérité et le courage que son grand-père lui a donné. Dans l'atelier de papa, nous avons accroché une nouvelle pancarte à côté de l'ancien logo de Covington Craftsman, mesurez 2 fois, coupez 1 fois, et faites toujours confiance à la vérité pour qu'elle éclate. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à lui donner un j'aime et à la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Votre soutien aide ces histoires à atteindre plus de gens. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires de vie réelles et puissantes qui nous rappellent la force de la famille, de la vérité et de la justice. Et souvenez-vous, parfois les plus petites voix portent les plus grandes vérités.